Donc, je suis Alexandre Krippner du cabinet Lexing. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous parler avec ma collègue Chloé Antoine et avec Martin Tamigno de B12 Consulting du bon usage de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise. Alors, aujourd'hui, nous avons un invité en la personne de Martin, qui vient de la société B12 Consulting. Donc, il est chef de projet. B12 Consulting est une entreprise de services belge spécialisée dans l'intelligence artificielle et qui est basée à Bruxelles, Leuven et Louvain-la-Neuve. Donc, avec lui, nous allons aborder le programme que vous avez à l'écran. Donc, 4 questions comme on le fait habituellement. Alors, dans la première question, Martin vous expliquera comment on intègre l'intelligence artificielle d'un point de vue opérationnel dans les entreprises. Ensuite, dans les questions 2 et 3, Chloé, Antoine et moi-même allons voir les questions plus juridiques. Donc, on va voir avec vous comment encadrer au sein de l'entreprise l'intégration des outils d'intelligence artificielle. On va se focaliser principalement sur 3 aspects: la gouvernance, la formation et la politique d'intelligence artificielle. La formation que nous allons aborder d'un point de vue juridique dans la 3e question. Donc, quelles sont les contraintes légales à cet égard? Et dans la dernière question, Martin Tamigno reprendra la main pour vous expliquer comment, d'un point de vue organisationnel, une bonne formation intelligence artificielle devrait ou pourrait se dérouler. Donc, voilà pour le programme de ce matin. Alors, comme on le fait habituellement, nous avons un exemple fil rouge qui va nous permettre d'illustrer chacune des 4 questions. Et donc, nous avons pris l'exemple suivant. Donc, c'est la direction d'une entreprise d'assurance qui vous contacte en tant que responsable d'intelligence artificielle pour faire part de son inquiétude suite au fait que le département légal lui a fait part de différentes initiatives qui ont été constatées au sein de l'entreprise, différentes initiatives non coordonnées d'utilisation par les collaborateurs d'outils d'intelligence artificielle. Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté au sein de cette entreprise? On a constaté que le département de support client avait mis en place une utilisation de Copilot pour répondre aux emails et aux questions des clients. Et d'autre part, le département des ressources humaines utilise ChatGPT pour trier les CV des candidats lorsqu'il y a des ouvertures de postes au sein de l'entreprise. Et donc, le département juridique attire l'attention du management sur le fait en particulier que le 2e cas d'utilisation expose à des risques juridiques dans la mesure où il pourrait être qualifié d'un usage de systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, ce qui implique des contraintes juridiques assez lourdes. Et donc, le management s'inquiète de voir ces initiatives un petit peu désordonnées d'usage de l'IA au sein de l'entreprise et vous demande comment réagir face à ça. Ça, c'est notre fil rouge. Et donc, je vais maintenant passer la main à Martin. Merci Alexandre. Je te laisse prendre le contrôle, voilà, pour la première question. Super. Alors, pour notre première question, nous allons aborder le thème suivant, donc adopter l'IA en entreprise, comment cela se traduit-il concrètement? Donc, on voit souvent dans la science-fiction ou dans les légendes urbaines que l'implémentation de l'intelligence artificielle dans les entreprises, c'est via des robots qui vont remplacer vraiment les travailleurs au jour le jour. En pratique, ce n'est pas réellement ça. On a déjà énormément d'entreprises qui ont fait le pas d'avancer vers l'implémentation de l'intelligence artificielle. Et
Pour certaines d'entre elles, ça fonctionne très bien. Pour d'autres, ça fonctionne un peu moins bien. Mais tout ça pour dire que dans le futur, en fait, vous, en tant qu'entreprise, vous ne devrez plus vous poser la question de si l'entreprise devrait intégrer l'intelligence artificielle, mais plutôt comment elle va le faire pour transformer votre entreprise et atteindre vos objectifs. Donc, le premier postulat que j'ai, c'est l'IA n'est plus une option, mais c'est un levier. Un levier pourquoi? Un levier pour différents objectifs. Ça doit être aligné avec les objectifs de votre entreprise, mais ça peut être par exemple la croissance, augmenter l'efficacité de vos équipes, peut-être booster votre capacité d'innovation, mais encore travailler sur le bien-être de vos collaborateurs. Toutes ces choses, ça va être actionné par de trois manières différentes. Premièrement, automatisé. Donc, l'automatisation, c'est vraiment l'utilisation la plus fréquente de l'intelligence artificielle. Ça va être automatiser les tâches répétitives que vos collaborateurs ou vous-même pourrez avoir. Je pense notamment aux tâches qui sont vraiment à peu de valeur ajoutée, comme par exemple retranscrire des notes de réunion, synthétiser certaines choses, ou le traitement des mails, ou voilà, ce genre de choses. Si on arrive à automatiser ce genre d'action, eh bien, vos collaborateurs peuvent avoir plus de temps pour faire des tâches à plus haute valeur ajoutée, où les relations interpersonnelles peuvent être, par exemple, plus importantes. Donc, le premier point, c'est automatiser. Le deuxième point, ça va être analyser. Donc, l'analyse, c'est un point sur lequel l'intelligence artificielle est très bonne. Pourquoi? Parce que dans nos entreprises actuellement, nous recevons beaucoup de données de l'environnement de l'entreprise dans laquelle elle s'inscrit, mais aussi nous générons beaucoup de données à l'intérieur de l'entreprise, et on sait que l'intelligence artificielle est capable de traiter une très grande quantité de données, contrairement à l'humain. Nous avons une limite de temps qui ne nous permet pas de lire et d'analyser énormément. Et donc, l'IA va être capable d'analyser et de sortir des tendances de grandes bases de données et des patterns. Donc, ça va nous permettre vraiment de prendre des décisions en toute âme et conscience, en ayant tous les éléments à notre disposition. Donc, automatiser, analyser. Et le troisième point, ça va être assister, où on voit sur les dernières années que l'intelligence artificielle, on l'implémente largement pour assister les collaborateurs, et elle vient travailler en tant que copilote, en fait, pour ceux-ci, plutôt que d'essayer de les remplacer. Voilà, on essaye vraiment de mixer le meilleur des deux. Voilà. Deuxième postulat, l'IA n'est pas un objectif, c'est un moyen. Pourquoi? Parce qu'en fait, n'importe quelle technologie est inutile si elle ne sert pas une vision particulière. Donc vous, votre rôle au sein de votre entreprise, si vous essayez d'implémenter de l'intelligence artificielle ou si vous essayez de convaincre vos dirigeants de le faire, ça va être vraiment d'aligner les cas d'usage et l'implémentation de l'IA avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Donc, chaque fois que vous allez vouloir implémenter l'IA, vous devrez vous demander comment ce cas d'usage va servir mes objectifs stratégiques et va servir les buts que j'essaye d'atteindre avec mon entreprise. Alors, tout ça, c'est beau, mais pour y arriver, je pense qu'il faut potentiellement repenser notre manière de penser la collaboration entre l'humain et la machine. Et pour ça, en fait, on entend souvent que pour la tâche X, l'IA est meilleure que l'humain. J'imagine que vous avez déjà entendu ce genre de choses. Alors, ça peut être vrai dans certaines tâches, notamment la traduction de textes plutôt simples ou la détection de défauts dans des images, par exemple sur des lignes de production. Très bien, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette information si nous, on ne veut pas se faire remplacer plus tard sur des tâches vraiment particulières comme ça? Je vous propose d'oublier ce paradigme parce que je pense qu'il est très limitant et qu'il est très spécifique à seulement certains cas d'usage, et d'aller plutôt vers, pour la tâche X, l'humain travaillant en collaboration avec l'IA
est meilleur que l'IA. Et ce qu'on va faire ici, comme je l'ai déjà dit juste avant, ça va être de viser le meilleur des deux mondes, en fait, en faisant travailler l'IA avec l'humain. Pensez par exemple à un juriste qui pourrait avoir accès à une intelligence artificielle pour naviguer toute la jurisprudence des années précédentes afin de retrouver les informations pertinentes et ensuite, lui, pouvoir construire son argumentaire, ses conclusions, peu importe. Donc voilà, on va vraiment essayer de créer une synergie où en fait l'IA va plutôt gérer le volume et la complexité des données, alors que l'humain, lui, va plutôt utiliser sa capacité à remettre en contexte, à comprendre le monde qui l'entoure, à également utiliser sa créativité, mais encore de manière encore plus importante, en fait, sa capacité à avoir des émotions et à comprendre les implications que peuvent avoir une décision prise. Alors, très bien, on sait qu'on veut implémenter l'intelligence artificielle chez nous, on sait qu'on va devoir le faire en mode collaboration, mais maintenant, comment est-ce qu'on peut identifier les opportunités d'utilisation de l'IA dans nos entreprises? Eh bien, je vous le dis, vous ne trouverez pas les meilleures idées dans un catalogue d'idées. Donc ça n'existe pas. Ça peut vous inspirer de regarder ce qui se fait dans d'autres entreprises, mais en fait, les meilleures idées, elles viendront probablement de vos collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont eux qui ont les frustrations au jour le jour, qui rencontrent des processus inefficaces et qui ont des pain points au jour le jour. Et donc, la première étape, ça va être de les écouter et d'organiser, pourquoi pas, des brainstorming autour de comment implémenter l'intelligence artificielle chez nous, quel outil pourrait nous aider à être plus efficace, à se sentir mieux au travail, à avoir des périodes de stress moins souvent, à avoir un travail de plus haute qualité. Alors, ces brainstorming, ils doivent être organisés, je dirais, par des gens qui ont l'habitude de le faire, parce que c'est un exercice assez spécial à faire avec vos collaborateurs. Et cette idéation, en fait, elle va être faite sous 3 axes. Donc, vous voyez ici, business challenge, data et outils. Donc, les challenges, ce sont tous les challenges que vos collaborateurs rencontrent au quotidien. Ça peut être des processus inefficaces, comme je l'ai dit, mais ça peut être d'autres choses qu'ils souhaiteraient implémenter dans l'entreprise, mais qui ne sont pas encore faites. La data, ça, c'est se rendre compte de toutes les données de vos entreprises qui ne sont pas encore exploitées, mais qui pourraient l'être, en fait, parce qu'elles ont de la valeur. Et on peut réfléchir à comment on peut utiliser l'intelligence artificielle pour exploiter ces données. Et le troisième, ce sont les outils et les compétences qu'on a à notre disposition. Je vais vous donner un exemple. Dans certaines entreprises, les collaborateurs ont accès à Microsoft Copilot, mais en fait, on n'a pas identifié les cas d'usage, on l'a simplement implémenté dans l'entreprise et on n'a pas réfléchi à comment on va l'utiliser. Eh bien, ça peut être un cas d'usage très pertinent de se dire, OK, j'ai Copilot, comment est-ce que je vais l'utiliser dans mon entreprise? OK, donc là, on a une idéation sous 3 axes. Donc, ça va nous permettre de définir des cas d'usage d'utilisation de l'IA dans mon entreprise. Mais ça va générer peut-être 10, 20, 30, 50 idées au sein de votre entreprise. Et à partir de là, il va falloir faire un arbitrage. Parce que ça demande du temps, de l'investissement potentiellement pour implémenter ces idées. Et donc, on va faire cette analyse sous 2 axes principaux. Le premier étant l'impact. Donc, l'impact, c'est l'impact que va avoir ce cas d'utilisation au sein de votre entreprise. Cet impact, il peut être financier. Alors, financier, c'est très simple. C'est est-ce que ça me permet d'augmenter mes revenus ou de baisser mes coûts? Il peut être également qualitatif. Donc, est-ce que si j'implémente un cas d'utilisation, un cas d'usage de support à mes clients, est-ce que la satisfaction client va augmenter? Ça peut être également au niveau de l'efficacité mais encore plus au niveau stratégique. Donc, il faut absolument que les cas d'usage soient alignés avec la stratégie de l'entreprise. Donc, vous voyez ici, c'est l'axe vertical impact. Donc, ça veut dire qu'en fait, simplement, les points orange qui sont plus hauts ont un plus gros impact et plus bas, ils ont un moins gros impact. Le deuxième axe, c'est la faisabilité. Alors, la faisabilité, ça peut peut-être être plus dur pour vous à évaluer, mais on a différents axes au niveau de la faisabilité, notamment les ressources.
Donc, pour pouvoir évaluer les ressources nécessaires afin de développer un cas d'usage, il faut comprendre les technologies sous-jacentes qui vont devoir être implémentées afin de mettre en place le cas d'usage. On a un deuxième point qui va être au niveau de la donnée. Donc, est-ce que j'ai les données nécessaires afin de mettre en place ce cas d'usage? Ça va être également les processus. Donc, est-ce que mes collaborateurs sont prêts à utiliser l'intelligence artificielle pour travailler au jour le jour? Et alors, il y a un dernier point qui sont les risques, hein. Donc, c'est un point très important. Ici, ça peut être les risques juridiques, mais aussi, par exemple, de cybersécurité. Et donc, voilà, ça va vous permettre de prioriser les projets et pourquoi pas de commencer par les projets en fait, qui se retrouvent en haut à droite de cette matrice, qui seraient les quick wins. Donc, c'est des choses qui sont facilement implémentables, mais qui vont avoir un gros impact. Il ne faut pas oublier les cas d'usage qui sont un peu plus sur la gauche. Donc, il y aurait par exemple une faisabilité moyenne, mais un haut impact. Pourquoi? Parce que ça peut devenir des avantages stratégiques et des avantages compétitifs par rapport à vos concurrents. Pourquoi? Parce que si la faisabilité est moins grande, en fait, vos concurrents n'auront peut-être pas pris le pas d'investir dans ce domaine, et donc ça peut vous donner un avantage et une différenciation par rapport à eux. Voilà, donc une fois qu'on a identifié toute une série de projets qu'on souhaite implémenter, eh bien, il va falloir décider de comment on les implémente. Et là, il y a deux grands paradigmes sur lesquels je vais passer relativement rapidement, mais je dirais qu'il y a d'abord le buy. Donc, buy, ça comprend l'achat, en fait, et l'utilisation de produits existants. Ça peut être, par exemple, le fait de prendre une licence, un outil comme Copilot, GPT, ou à des outils plus spécialisés dans votre domaine. Mais les outils spécialisés dans votre domaine en buy, qui sont vraiment adaptés à vos processus internes, à votre manière de travailler, à votre culture d'entreprise et stratégie d'entreprise, c'est plutôt rare. Donc, le buy, ça va plutôt être aligné sur tous les besoins standards. Donc, les besoins standards, ce sont typiquement toutes les suites bureautiques. Tout ce que, par exemple, traiter les mails ou retrouver de l'information rapidement ou retranscrire des notes de réunion, faire des synthèses, ce genre de choses. Tout ça, ce sont des besoins standards. Au niveau du build, ce sera plutôt aligné avec vos besoins spécifiques en tant qu'entreprise. Donc, vous allez vraiment pouvoir construire une solution qui sera adaptée à vos processus internes et à ce que vous souhaitez mettre en place pour votre produit, les services que vous proposez, peu importe. Et donc, ça va vraiment devenir, on l'espère, un avantage compétitif par rapport aux autres entreprises parce que c'est une solution non standard que vous développez pour vous et donc auquel vos concurrents ne peuvent pas avoir accès. On peut par exemple penser à une entreprise d'assurance qui va développer un outil de calcul de primes vraiment spécifique à leur organisation ou un outil d'écriture de contrat parce qu'ils ont une manière vraiment spéciale d'écrire les contrats ou d'analyse de sinistres, par exemple. Voilà, ça c'est ce genre de cas d'utilisation. Et alors pour terminer, je propose d'illustrer ça avec le cas Assuropti. Donc, l'entreprise se rend compte que le support client et plutôt les ressources humaines utilisent l'intelligence artificielle pour faire le support client. Et donc, si on met en parallèle avec les choses dont on a parlé, eh bien, potentiellement, en fait, ce cas d'utilisation peut ne pas être aligné avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Par exemple, l'entreprise pourrait avoir décidé, OK, notre support client restera toujours humain parce qu'on a vraiment une culture d'entreprise qui est vraiment alignée avec ça. Il y a aussi le fait que l'évaluation de l'impact versus l'investissement versus la faisabilité n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que ici, on voit que c'est vraiment un gros impact en termes d'efficacité opérationnelle. Peut-être que les RH prennent 50% de moins de temps sur le support client. Et alors, on aurait pu se rendre compte qu'il aurait été peut-être pertinent de contracter un produit buy pour faire ce cas d'usage. Pourquoi? Parce qu'en fait,
les produits gratuits, en fait, utilisent vos données et pour réentraîner leur modèle. Et ça peut être un problème pour la gouvernance de l'entreprise. Donc, si on avait fait l'analyse d'impact versus investissement, on se serait rendu compte qu'il serait potentiellement OK d'investir quelques centaines d'euros par an pour contracter une licence. Et alors ici aussi, on peut parler du fait de décider de si on va acheter ou construire une solution. Ici, le choix a été fait un peu par hasard parce que les RH avaient accès à cet outil, mais il aurait été potentiellement mieux de construire une solution custom. Pourquoi? Parce que leur façon de gérer le support client peut être particulièrement différente des autres entreprises, donc il aurait peut-être fallu construire un outil spécialisé pour ceci. Voilà pour la première question. Je vais laisser la parole à Chloé. Merci Martin. Donc passons maintenant à la question de savoir pourquoi encadrer l'usage de l'IA en interne et comment établir une gouvernance. Alors pourquoi? Parce que l'IA présente un certain nombre de risques tels que la production de résultats biaisés ou de résultats que l'on ne peut pas vraiment expliquer parce que le fonctionnement de l'IA est opaque. Et on a aussi un certain nombre de risques purement juridiques, par exemple en matière de protection des données à caractère personnel, mais aussi des risques de violation de certaines réglementations, notamment l'AI Act, qui prévoit des sanctions qui sont assez importantes, puisque les amendes administratives peuvent aller jusqu'à 35 millions d'euros ou 7% du chiffre d'affaires annuel mondial d'une entreprise. Mais comment limiter ces risques? Selon nous, ça passe par deux axes principaux. D'une part, la maîtrise et d'autre part, l'encadrement. Donc, en ce qui concerne la maîtrise, ça consiste principalement à s'assurer que le personnel, qu'au sein de l'organisation, on a une compréhension générale de l'IA qui est bonne. Et ça passe par le fait de savoir qu'est-ce que c'est que l'IA, comment elle fonctionne, quelles sont les opportunités et les dangers qu'elle implique. Les autres points dont le personnel devrait être conscient, ce sont les outils d'IA qui sont utilisés et qui peuvent être utilisés en interne et pour quel cas d'utilisation. Et autre point, quel est le rôle de l'entreprise ou de l'organisation et des membres du personnel vis-à-vis des outils d'IA. Concernant le rôle de l'entreprise ou de l'organisation, on pense notamment à la qualification, sa qualification sur le rôle au sens de l'AI Act. Donc, est-ce que c'est par exemple plutôt un déployeur ou plutôt un fournisseur de systèmes d'IA? Deuxième axe, l'encadrement. D'une part, ça passe par la définition de principes directeurs dans l'utilisation de l'IA en interne et d'autre part, par la validation des cas de recours à l'IA au sein de l'organisation. Et donc très concrètement, ça se traduit par la mise en place d'une politique et d'une gouvernance en matière d'IA, mais aussi par l'organisation de formations adaptées à destination du personnel. Alors, concernant la gouvernance IA dans un premier temps, en quoi consiste-t-elle? Il s'agit d'une procédure à appliquer par l'ensemble du personnel en cas de lancement d'un projet IA. Alors, un projet IA, ça peut soit être un projet de développement d'un outil d'IA dans un domaine particulier, soit un projet d'utilisation d'un outil d'IA, soit les deux, donc développement en interne et utilisation de l'outil d'IA. Et concrètement, cette gouvernance vise à mettre en place un processus de validation des cas de recours à l'IA au sein de l'entreprise, de manière à veiller à la cohérence en interne et à garder la main sur ce qui se fait au sein de l'organisation. Mais en pratique, comment élaborer une gouvernance en matière d'IA? Alors, un aspect important, c'est l'adhésion du personnel à la procédure qui est mise en place. Et pour que le personnel puisse adhérer à la procédure, il faut que la gouvernance soit la plus intuitive possible pour ce personnel. Et il faut faire passer le message que l'objectif, ce n'est pas d'interdire ou de complexifier l'accès aux outils d'IA parce qu'on a peur des risques, mais c'est plutôt d'encadrer intelligemment leur usage de manière à bénéficier
des avantages liés à l'utilisation d'outils d'IA tout en minimisant les risques inhérents à cette pratique. Et donc, la gouvernance ne va pas être la même pour toutes les entreprises ou organisations. Donc, elle va vraiment dépendre de la structure, de la taille ou encore du secteur d'activité de l'organisation. Mais de manière générale, il y a deux éléments qui sont importants à notre sens quand on met en place une gouvernance IA. Premier élément, c'est la désignation d'un organe de décision au sein de l'organisation. Donc cet organe va être celui qui va valider les cas de recours à l'IA au sein de l'entreprise parce qu'il est compétent pour le faire. Et deuxième aspect, c'est l'aspect consistant à la désignation d'experts, entre guillemets. Donc, les experts, ce sont des personnes ressources au sein de l'organisation qui sont compétentes dans un domaine particulier. On pense notamment au département juridique, au DPO, au département informatique, au département RH, ou encore, par exemple, dans certaines organisations, un comité d'éthique. Et ces experts vont être chargés d'analyser l'opportunité de recourir à un outil d'IA sur base de leurs compétences, de leur domaine d'expertise. Donc, est-ce qu'il y a par exemple pour le DPO, est-ce qu'il y a un risque trop important lié à l'utilisation de l'IA quand on pense au respect du RGPD notamment. Et donc, pour mettre en place la procédure, ce qui est important dans un premier temps, c'est de définir les étapes clés nécessaires à une bonne implémentation de la validation des cas de recours à l'IA en interne. Et donc, à notre sens, il y a 7 étapes clés qui sont importantes. Donc ici, c'est un peu une vue high level du contenu de la procédure. On peut avoir d'autres étapes ou des sous-étapes un peu plus détaillées, bien entendu. Mais donc, la première étape, c'est l'identification du besoin. Donc, on peut imaginer quelqu'un en interne, comme le disait Martin, qui identifie un besoin métier particulier pour un département particulier. Et si on fait écho à notre fil rouge, on peut penser au département RH qui se rend compte qu'il a trop de candidatures à traiter et qui se dit que ce serait peut-être bien de recourir à l'IA pour faire un pré-screening des candidatures et pour ainsi gagner du temps dans le recrutement et passer peut-être plus de temps à faire des interviews qualitatives notamment. Donc on peut imaginer, donc première étape, c'est le département RH ou quelqu'un du département RH qui identifie ce besoin, qui le présente à l'organe de décision, par exemple en remplissant un petit formulaire et éventuellement en ayant une petite réunion avec l'organe de décision. Sur cette base, l'organe de décision va analyser la pertinence du projet en se demandant s'il y a un intérêt opérationnel ou non à développer ce projet et s'il est conforme à la stratégie globale de l'entreprise ou de l'organisation. Si l'organe de décision décide de prévalider le projet, alors on va demander au porteur de projet d'élaborer une fiche projet un peu plus détaillée, donc avec plusieurs informations complémentaires quant au projet qu'il aimerait bien mettre en place pour le département RH, ici en l'occurrence. Suite à cela, on va d'abord avoir dans un premier temps l'intervention des experts, donc les experts dont je vous parlais, par exemple un DPO, le département juridique, le département informatique, qui vont chacun réaliser une analyse de risque liée à leur domaine et ensuite, sur base de ces plusieurs analyses de risque, l'organe de décision va, lui, réaliser une analyse de risque globale pour déterminer quel est le niveau de risque posé par l'utilisation de l'outil d'IA ou le cas de recours à l'IA qui est proposé par le porteur de projet. Et un des risques qui est important à prendre en compte, bien entendu, c'est le risque lié à la conformité à l'AI Act. Donc ça, en amont, ça aura été intégré dans l'analyse qui est réalisée par le département juridique. Donc c'est un aspect de l'analyse parce que, bien sûr, il y a d'autres législations qui sont importantes et qui doivent être prises en compte. Mais un aspect de l'analyse, ce serait de qualifier l'outil d'IA qui est proposé, identifier son niveau de risque
et identifier le rôle de l'organisation et de ses partenaires au sens de l'AI Act. Et on pourrait imaginer qu'on arrive à la conclusion qu'on ait un système d'IA à risque inacceptable, donc visé par l'article 5 de l'AI Act. Et dans ce cas-là, a priori, l'analyse de risque du département juridique et l'analyse de risque globale réalisée par l'organe de décision aboutira à la conclusion qu'on ne peut pas aller plus loin dans le projet. Pourquoi? Parce qu'on a un système d'IA risque inacceptable qui est purement et simplement interdit par l'AI Act. Donc le risque serait trop grand que d'utiliser ce type de système-là et d'implémenter donc le projet en pratique. Ensuite, si l'analyse de risque aboutit à une décision positive, on va peut-être dans certains cas constituer une équipe projet, donc chargée de la mise en œuvre du projet. Et cette équipe de projet devra, dans un premier temps, réaliser un plan de mise en œuvre du projet qui devra être ensuite validé par l'organe de décision. Et si l'organe de décision le valide, alors on va pouvoir aller plus loin dans le lancement du projet et on va, dans un premier temps, enregistrer le projet et l'outil qui serait utilisé dans un registre IA interne à l'entreprise. Donc, c'est un registre qui répertorie tous les cas d'utilisation validés de l'IA en interne. Et quand cette étape est accomplie, alors on peut passer à la mise en œuvre à proprement parler du projet IA au sein de l'entreprise. Alors, si on revient à notre fil rouge, si Assuropti met en place une gouvernance en matière d'IA, ça lui permettra d'encadrer l'utilisation de l'IA par son personnel, de le responsabiliser quant au recours à l'IA et aussi et surtout de gérer son exposition au risque. Et donc, a priori, la mise en place d'une gouvernance en matière d'IA va répondre à une grande partie des inquiétudes d'Assuropti, mais d'autres mesures sont nécessaires pour qu'Assuropti soit pleinement rassuré. Et donc, pour l'explication de ces mesures, je vais céder la parole à Alexandre. Ah, j'ai perdu les slides. J'ai plus les slides sur mon Teams. J'ai appuyé. Si tu essaies de reprendre le contrôle. Ouais, j'ai appuyé sur contrôler, mais ça a disparu. Voilà, ah, voilà. Non. Ok, désolé pour un petit souci technique. Merci Chloé. Donc, passons sur les autres mesures pour la mise en place des projets d'IA au sein de l'entreprise. Et donc, revenons sur ce slide que Chloé vous a déjà présenté tout à l'heure. Donc, comme on l'a expliqué, dans la mise en place de projets d'IA, vous avez principalement deux axes qui nous semblent importants au sein de l'entreprise. C'est la maîtrise et l'encadrement. Donc, Chloé vous a parlé de la gouvernance qui va permettre de valider les scénarios d'utilisation de l'IA au sein de l'entreprise. Mais quand on parle de validation des scénarios de l'IA, comme Chloé l'a dit, cette validation, elle doit prendre en compte une analyse de risque. Elle doit prendre en compte également la conformité du projet avec la stratégie de l'entreprise. Et donc, la stratégie de l'entreprise en matière d'IA, elle va être formalisée dans un autre document que la gouvernance, c'est dans ce qu'on appelle une charte IA ou une politique IA. Donc, c'est un document qui va permettre à l'entreprise d'exprimer sa vision de l'intelligence artificielle, comment elle envisage que l'intelligence artificielle puisse être utilisée dans son activité. Et souvent, les chartes IA, les politiques IA, comprennent également une partie au-delà de la vision des valeurs et des principes généraux. Ces chartes comprennent souvent également des recommandations pratiques pour déjà affirmer certains conseils pratiques, certaines bonnes pratiques au sein de cette politique IA.
et aussi parfois certaines interdictions, donc des choses qu'on ne veut absolument pas voir, comme par exemple, Chloé l'a évoqué, l'utilisation d'outils d'IA qui devraient être considérés comme posant un risque inacceptable au sens de l'AI Act. Donc ça, par exemple, ce sont des choses qu'on retrouve régulièrement dans les chartes IA. On a également souvent des points sur la confidentialité des informations de l'entreprise. Donc ça, c'est des éléments plus concrets que l'on retrouve également dans les politiques d'IA. Et une fois que vous avez ces éléments d'encadrement, donc à la fois une gouvernance qui vous dit comment un projet d'IA doit être validé avant d'être implémenté, et sur base de quoi, donc ça c'est la politique IA, sur base de quoi le projet d'IA va être évalué, donc la politique, la gouvernance. Après, vous avez tout l'aspect formation du personnel qui va permettre d'asseoir au sein de l'entreprise une maîtrise suffisante de l'IA, c'est-à-dire non seulement une compréhension générale de ce qu'est l'IA, mais également une compréhension plus contextuelle sur base des scénarios d'utilisation qui auront été validés. Donc ça se traduit, pour ce qui me concerne, puisque Chloé a déjà abordé la question de la gouvernance, on va parler donc brièvement de la politique IA, de son contenu, et on va aborder les obligations légales en matière de formation. Donc comme je l'ai dit, la politique d'IA va tout d'abord exprimer la vision de l'entreprise, quelles sont les valeurs qui sont chères à l'entreprise et qu'elle veut voir respectées lorsqu'on utilise l'IA. Donc ça permet de définir des balises. C'est une sorte de boussole qui va guider les porteurs de projets IA pour voir s'ils sont dans la bonne direction ou s'ils vont dans une direction qui est contraire aux valeurs de l'entreprise. Et donc dans ce cas-là, soit ils vont s'en rendre compte eux-mêmes et ils vont réorienter leur projet, soit s'ils ne s'en rendent pas compte, la gouvernance va être là pour leur rappeler que leur projet, par exemple, tel qu'il est présenté, pose problème par rapport aux principes de base, aux valeurs que l'entreprise entend défendre. Alors, quand il y a un problème de compatibilité entre un projet et les principes généraux d'utilisation définis dans la politique IA, ça ne signifie pas automatiquement que le projet est rejeté. Parfois, une discussion et une évaluation croisée entre les experts qui sont consultés par l'organe de décision et le porteur de projet permet de mettre les idées sur la table et de trouver parfois des voies alternatives qui vont permettre de réconcilier les objectifs opérationnels du porteur de projet avec les valeurs fondamentales de l'entreprise. Mais donc, ce qui est important, c'est que ces principes généraux, ces balises qui sont posées dans la politique IA vont permettre à l'organe de gouvernance d'assurer une cohérence globale au sein de l'entreprise de tous les scénarios d'utilisation de l'IA. Donc, au lieu d'avoir des utilisations un petit peu, je vais dire, spontanées, désordonnées et non coordonnées par les différents départements, vous assurez, grâce à cette combinaison gouvernance plus politique IA, vous assurez une certaine cohérence dans la mise en œuvre de l'IA. Alors, pour compléter tout cela, donc pour avoir des bases solides pour construire l'intégration de l'IA au sein de l'entreprise, donc il faut non seulement une politique, une gouvernance, mais il faut également que ces éléments, cette vision de l'IA et cette façon de mettre en œuvre la vision de l'IA soient bien compris par les collaborateurs, et donc ça passe nécessairement par un important volet formation. Alors, si je reviens un bref instant sur le contenu de la politique d'IA pour vous donner quelques exemples de contenu concret, donc on retrouve régulièrement dans ce type de document des références, par exemple, à la nécessité de protéger la confidentialité des secrets d'affaires, la confidentialité des données à caractère personnel. Et donc, vous pouvez avoir des principes généraux qui le rappellent et parfois des recommandations, voire des interdictions qui s'appliquent. Donc, ça peut être, par exemple, l'interdiction d'utiliser des données de clients dans des outils
de type ChatGPT. Donc ça peut être des mesures très concrètes qu'on met dans une politique parce qu'on a identifié qu'il y avait déjà au sein des collaborateurs une pratique problématique qui était constatée. Donc on a également dans une politique IA, on peut insister sur la nécessité de la transparence. Donc c'est important de bien documenter les scénarios d'utilisation de l'IA parce que c'est ça qui va aussi permettre que les collaborateurs soient informés non seulement des outils, mais surtout de leur contexte d'utilisation. Pourquoi? Parce qu'un outil IA ne peut pas être approuvé comme compatible avec les valeurs de l'entreprise d'une manière générale sans autre examen. Le même outil utilisé dans deux contextes différents peut tantôt être tout à fait conforme aux exigences légales et conforme aux valeurs de l'entreprise et dans d'autres cas poser soit des problèmes juridiques et ou également poser des problèmes par rapport aux valeurs de l'entreprise. Il y a également la question qui est très sensible pour l'acceptation par le personnel de l'usage de l'IA, la question du rôle de l'humain par rapport à l'IA. Donc Martin l'a bien souligné. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les politiques d'IA, c'est l'affirmation que l'humain, dans la plupart des cas, doit rester le moteur des processus de l'entreprise. L'IA étant plutôt un support, un assistant, mais ne prenant pas la main sur les processus de l'entreprise. Donc ça, ce sont également des aspects importants à exprimer, à traduire dans une politique d'IA, si c'est la vision de l'entreprise, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on traduit cela dans la formation? Donc, au niveau légal, donc Martin viendra après avec la quatrième question sur les aspects plus pratiques de comment mettre ça en œuvre au sein d'une entreprise. Mais si on se concentre d'abord sur les aspects juridiques, donc vous avez dans l'article 4 du règlement sur l'IA une obligation pour toute entreprise qui utilise l'IA d'assurer une maîtrise suffisante de l'IA en son sein. Alors, qu'est-ce qu'on entend par maîtrise suffisante? Donc, vous avez au sein de l'AI Act une espèce de définition de ce que doit être une maîtrise suffisante. Donc, ça se réfère aux compétences, à des connaissances, mais aussi à une compréhension de l'IA. Et donc, une compréhension, comme on le disait, non seulement de ce qu'est l'IA en général, mais plus fondamentalement de ce qu'est l'IA au sein de l'entreprise. Alors, si on traduit cette exigence légale contenue dans le règlement sur l'IA d'une manière plus concrète, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique, donc, important d'abord de rappeler que ces obligations de maîtrise de l'IA s'appliquent quel que soit le niveau de risque du système d'IA qui est utilisé au sein de l'entreprise. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'utilise pas un système à haut risque qu'on est exempté de cette obligation. Forcément, si le système est à haut risque, l'obligation de formation va être, je dirais, d'un niveau plus élevé, puisqu'on utilise un système, donc c'est la logique du règlement sur l'IA, une logique basée sur le risque. Plus vous avez de risques, plus vous avez de contraintes juridiques. Et donc, logiquement, en matière d'obligation de formation, l'intensité de l'obligation va être plus élevée si le niveau de risque du système que vous utilisez est plus élevé. Et donc, retenez que ça s'applique dans tous les cas, avec des degrés différents. Mais en tout cas, ce qui doit être couvert par la formation du personnel, ce n'est pas seulement ce qu'est l'IA en général, donc venir dire que l'IA, ça peut comporter des biais, ça peut avoir des hallucinations, c'est très intéressant. Ça mérite d'être dit parce que tout le monde n'en est pas nécessairement conscient au sein de l'entreprise, mais ce n'est pas suffisant. Donc, au-delà d'une compréhension générale de ce qu'est l'IA et de comment elle fonctionne, il faut également que les formations du personnel couvrent d'autres aspects
qui sont ce que j'ai appelé le contexte d'utilisation de l'IA, c'est-à-dire dans quel cas est-ce qu'on va utiliser l'IA concrètement dans l'entreprise. Et c'est là qu'on revient sur la question que j'abordais tout à l'heure et que Chloé a souligné également, sur le fait qu'on va documenter les scénarios d'utilisation de l'IA. Et cette documentation va permettre de décrire concrètement comment l'IA est utilisée. Par exemple, si l'IA est utilisée dans un processus de prise de décision, c'est important que la documentation du scénario d'utilisation de l'IA décrive bien le rôle respectif de l'IA et de l'humain qui l'utilise et décrive également les moyens de contrôler les réponses de l'IA lorsqu'elle est utilisée pour justement limiter le risque que des hallucinations, des erreurs de l'IA ou des biais puissent porter préjudice à la personne qui serait l'objet de la décision qui est prise avec le support de l'IA. Donc, dans les formations, on doit envisager non seulement l'IA en général, mais les modes d'utilisation et les scénarios d'utilisation particuliers. On doit envisager le rôle de l'organisation, c'est-à-dire que lorsque l'organisation a un rôle plus important dans le déploiement de la solution IA, logiquement, les formations devront être plus poussées. Et donc, voilà, il faut tenir compte du rôle de l'IA, de son contexte d'utilisation pour calibrer le contenu des différentes formations. Alors, pour que l'IA ait l'obligation de formation, pour que l'IA soit bien déployée et que l'obligation de formation atteigne non seulement les exigences légales, mais également son objectif, important d'intégrer dans les formations la politique d'IA et la gouvernance propre à l'entreprise pour que ces deux éléments qui expriment la vision de l'entreprise et qui garantissent que cette vision est bien implémentée dans la pratique, que ces deux éléments soient bien connus du personnel et que donc lorsqu'un membre du personnel envisage une idée, un projet d'utilisation de l'IA, il sache que, ah oui, attention, je dois vérifier que je suis bien conforme à la politique d'IA de l'entreprise et ne pas oublier que je dois suivre la procédure de validation. Et donc ça, évidemment, les employés, si vous leur dites juste « Ah, au fait, on a adopté une politique IA et on a adopté une gouvernance, merci de la respecter », ça ne va pas être suffisant. Et donc, important d'intégrer dans les formations sur l'IA également les aspects plus concrets, plus opérationnels de la mise en pratique de la politique d'IA au sein de l'entreprise et de la gouvernance pour que les collaborateurs sachent comment concrètement ils doivent procéder lorsqu'ils ont une idée, un projet d'implémentation de l'IA, à qui ils doivent s'adresser, quelle procédure ils doivent suivre et les différentes étapes de la mise en place de l'idée au projet et à la réalisation de ce projet. Donc voilà pour la politique d'IA et l'aspect légal de la formation. Donc si on revient sur notre fil rouge avant que je rende la parole à Martin. Donc pour Assuropti, ces inquiétudes sont légitimes lorsque son management constate qu'il y a des initiatives un peu désordonnées des différents départements pour mettre en place de l'IA. C'est important, comme on l'a dit, de reprendre la main. Et donc reprendre la main, ça passe par la définition d'une politique IA qui va permettre d'asseoir la connaissance par toute l'entreprise et ses collaborateurs des valeurs et des principes de base que l'on entend promouvoir dans l'usage de l'IA, et d'autre part, s'assurer que le personnel est bien au courant de comment il doit faire valider les projets d'IA avec la gouvernance, et la formation va permettre également de s'assurer que le personnel qui utilise concrètement des solutions d'IA dans ses activités quotidiennes reçoivent toute l'information et la guidance nécessaire sur comment bien utiliser l'IA dans le scénario concret d'utilisation qui concerne
c'est membre du personnel. Et donc là, je vous cède la parole. Merci Alexandre. Alors, pour la question suivante, donc, comment assurer la formation du personnel à l'usage de l'IA? Je vous propose de découper la question en 3 parties. Je dirais avant l'implémentation de l'IA dans votre entreprise, pendant l'implémentation et après. Alors, avant l'intégration d'intelligence artificielle, en fait, il faudra s'assurer que en fait, la formation ne commence pas le jour où on intègre l'IA. Il faut vraiment prévoir ça avant. Pourquoi? Parce qu'il va falloir démystifier l'intelligence artificielle et vraiment gérer le changement, parce que c'est vraiment un gros changement pour vos collaborateurs. Et il va falloir potentiellement combattre les idées reçues et les peurs qui peuvent être aussi légitimes, hein, et donc auxquelles il va falloir faire attention au moment de l'implémentation de cas d'usage. Donc, il va falloir conscientiser vos collaborateurs aux technologies sous-jacentes. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre les technologies qu'il y a derrière l'intelligence artificielle pour comprendre les possibilités qu'offre l'IA, mais aussi ses limites. Donc, c'est vraiment important de comprendre, quand on est face à un outil, de comprendre les possibilités qu'il offre pour utiliser toute sa puissance, mais aussi de comprendre ses limites pour ne pas en attendre trop et, par exemple, être victime d'hallucinations du LLM et de la technologie et que ça puisse ne pas être bénéfique pour l'entreprise. Alors, vous pouvez rendre ça concret en illustrant des cas d'usage dans d'autres entreprises. Pourquoi? Parce que voir que ça fonctionne, en fait, ça peut être un puissant levier de motivation pour vos collaborateurs. Et le meilleur moyen pour ça, en fait, c'est vraiment des formations en présentiel par groupe relativement restreint, je dirais entre 10 et 20 personnes pour faciliter l'échange. Alors, des formations en intelligence artificielle, il en existe beaucoup sur le marché. Je vous invite quand même à avoir une critique sur ces formations, voir si c'est vraiment fait pour votre entreprise. Parce que c'est important de comprendre vraiment. Il y a beaucoup de formations qui sont vraiment axées sur le hands-on, donc vraiment être face à ChatGPT et comment l'utiliser. C'est très bien, mais il y a aussi une partie un peu plus technique où je dirais intellectuelle, où il est important de comprendre comment l'intelligence artificielle est arrivée ces dernières années, pourquoi on en parle énormément actuellement et quelles sont encore une fois, ses possibilités et ses limites. Alors, une fois que tout ça est fait et qu'on a identifié un cas d'usage pertinent d'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de l'entreprise, donc avec le framework que je vous ai décrit juste avant, vous allez pouvoir commencer à intégrer l'IA. Et en fait, intégrer l'IA, ça va être important d'intégrer vos équipes. En fait, parce qu'un outil, aussi puissant soit-il, ne sera pas adopté s'il n'est pas pensé pour les utilisateurs. Donc, il va être essentiel d'intégrer vos équipes dans tous les cycles de développement, et ça, dès le début. Donc, pourquoi? Parce que l'UX, donc l'expérience utilisateur, c'est vraiment quelque chose de primordial. On le savait déjà dans le développement software d'applications métiers auparavant, mais c'est encore plus vrai avec l'intelligence artificielle parce qu'avec toutes ces interfaces qui sont vraiment minimales, eh bien, on a du mal à comprendre quelles sont les possibilités et les limites de l'outil. Encore une fois, je pile là-dessus, mais c'est vraiment un point très important. Et donc, récolter le feedback de vos utilisateurs, ça va être très important. Je vous donne un exemple. Vous pourriez être une entreprise de produits et avoir des appels avec vos clients relativement récemment. Et utiliser une solution d'intelligence artificielle pour la transcription, ça peut être quelque chose de vraiment pertinent. Eh bien, si vous n'intégrez pas vos utilisateurs au jour le jour dans le développement de cette solution, que ce soit un produit que vous allez paramétrer en buy ou une solution custom que vous allez construire,
si vous ne le paramétrez pas correctement, eh bien, la solution pourrait manquer les chiffres, par exemple, vraiment très importants qui peuvent apparaître dans une conversation avec un client. Et ça, en fait, les utilisateurs l'auraient spoté directement. Et donc, la solution, ce serait potentiellement d'avoir une transcription qui serait validée, où les points les plus importants seraient mis en évidence par l'intelligence artificielle afin d'être validés par les utilisateurs. Donc, en impliquant les équipes, on s'assure que le produit est utilisable. Mais une fois déployé, en fait, la formation, elle continue encore. Pourquoi? Parce que ça va servir un double objectif. Donc, premièrement, utiliser de manière consciente, avec un esprit critique, et savoir où on peut avoir confiance et quand il faut vérifier. Donc ça, ce sont les limites. Deuxièmement, en exploitant toute la puissance des outils. Je repense encore une fois à Microsoft Copilot, qui est intégré dans pas mal d'entreprises. Il y a plein de choses qu'on sait faire avec ça qui ne sont pas assez exploitées. Et donc, il faut expliquer aux utilisateurs comment bien prompter, comment utiliser les agents Copilot, etc. Une méthode très efficace pour cela, ça va être d'identifier des champions de l'intelligence artificielle qui ne seront pas des experts techniques, mais qui seront plutôt des ambassadeurs au sein de votre entreprise et donc qui vont servir de relais pour partager les bonnes pratiques et les bons cas d'usage de l'intelligence artificielle. Et donc, et enfin, je dirais qu'il va vraiment falloir s'assurer d'exploiter tous les outils BI que vous avez à votre disposition pour s'assurer que vous exploitez toute la puissance des outils qui sont déjà dans votre environnement. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à Alexandre. Merci Martin. Hop, je reprends le contrôle, voilà. Donc voilà, on arrive déjà au bout de notre parcours. On est pile dans le timing, donc c'est bien. Un petit mot de conclusion. Donc, je reprends un slide qui est un petit peu guidé nos réflexions ce matin. Donc, quand vous voulez implémenter l'IA, donc bien connaître l'IA, bien connaître l'entreprise, combiner cette double connaissance pour s'assurer que cette implémentation de l'IA soit intelligente et efficace. Et donc, comme on l'a dit, ça passe à la fois par une maîtrise et un encadrement. Donc, un encadrement qui va permettre de s'assurer qu'on atteint les objectifs de l'entreprise, objectifs et principes, valeurs qui sont exprimés dans la politique IA de l'entreprise. Donc, important cette articulation politique-gouvernance et le volet formation qui est fondamental, non seulement parce que c'est une obligation légale, mais aussi parce que c'est ce volet formation qui va s'assurer que l'IA soit utilisée de manière efficace, c'est-à-dire soit bien comprise avec ses forces et ses faiblesses, avec ses points d'attention par rapport aux cas spécifiques d'utilisation qui ont été approuvés, et que les collaborateurs puissent alors, grâce à cette maîtrise suffisante, cette connaissance suffisante, en tirer pleinement parti. Donc voilà pour ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. Un petit rappel, si vous cherchez des informations juridiques sur l'IA sur notre site internet, vous pouvez télécharger gratuitement notre livre blanc, donc qui résume, synthétise les principales questions juridiques qui se posent lorsqu'on veut mettre en place de l'IA. Et je soulignerai également à l'attention des juristes, notre partenaire Larcier lance un produit d'intelligence artificielle dédié aux juristes et donc qui peut vous aider, donc justement, Martin l'évoquait tout à l'heure, peut vous aider dans la difficile tâche que nous avons en tant que juristes de maîtriser une multitude de textes d'actualité qui ne s'arrêtent jamais. Et donc, les outils d'IA peuvent nous aider. Et donc, ici, Larcier met sur le marché un outil
spécifique pour les juristes pour nous aider à naviguer entre les différentes sources juridiques et les traduire de manière efficace dans les documents, les avis juridiques que nous sommes appelés à rendre. Alors, nos prochaines formations, donc, vous les avez sur l'écran. Donc, protection des créations numériques et Internet des objets. Donc là, on parlera au mois de janvier, notamment de l'implémentation du Data Act, qui est aussi un nouvel instrument juridique européen qui est entré en vigueur le 12 septembre et qui s'applique en particulier à l'Internet des objets, mais pas seulement. Et donc là, on vous informera sur les différents aspects. Merci de votre attention et nous allons maintenant répondre à vos questions. Alors, je vais prendre le chat. Chloé, on commence par quelle question? Si on prend l'ordre du chat. La première question, c'est concernant l'application de CCT et je vois qu'un autre participant a déjà répondu à la question. Mais globalement, donc oui, CCT 39 devrait s'appliquer. Peut-être d'autres CCT éventuellement, mais bon, ça va dépendre. Bon, les CCT sectoriels, donc ça va dépendre du secteur, ça c'est évident. Mais deuxième point essentiel à notre sens, c'est que selon en fait le cas d'utilisation de l'IA, on peut avoir une CCT spécifique qui va s'appliquer et qui ne traite pas forcément d'utilisation de l'intelligence artificielle ou de nouvelles technologies. Je pense notamment au fait de si on utilise l'IA pour surveiller les travailleurs d'une manière ou d'une autre, peut-être que la CCT 81 va s'appliquer, ou si jamais on intègre l'intelligence artificielle dans la surveillance par caméra sur le lieu de travail, là on peut avoir une autre CCT qui va s'appliquer, qui est la CCT 68. Donc je dirais qu'il faut vraiment réaliser une analyse cas par cas en fonction du secteur d'activité de l'organisation et en fonction du cas d'utilisation de l'IA en pratique très précis dans cette situation. Oui, peut-être pour compléter ce que Chloé vient de dire, effectivement, ça dépend du scénario d'utilisation. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que si on est dans un système d'IA au risque, donc là, de nouveau, ça souligne l'importance d'avoir une gouvernance qui permette de valider les projets pour vérifier le niveau de risque concret de chaque projet par rapport à l'AI Act. Mais si on est dans un système à haut risque, il y a notamment une obligation au niveau sécurité d'assurer une journalisation de l'usage de l'IA. Et donc, par rapport aux employés qui vont utiliser la solution d'IA, ça va être considéré comme une forme de surveillance. Et donc là, automatiquement, la CCT 81 va être applicable. Et donc, comme quand vous mettez en place une gouvernance, une politique d'IA, vous ne savez pas par avance quels vont être les types, les scénarios d'utilisation précis, c'est prudent de passer par la procédure CCT 81 pour que tout ça ait été validé, pour que ça couvre également les cas d'utilisation dans lesquels, dans le futur, il y aurait un risque élevé et donc notamment des obligations de type journalisation qui vont être considérées comme une forme de surveillance de l'usage de ces outils par les employés. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Je ne vois pas. Quel outil de contrôle du respect? Ah ben ça, on vient d'en parler. Oui. Oui, donc j'ai répondu à une autre question sans le faire exprès. Oui, je ne vois pas d'autres questions, a priori. C'est un peu plus loin, il y a une question, si je mets donc très application AI Act pure, si je mets un chatbot sur mon site d'entreprise, sous ma marque, je suis considérée comme provider.
je pense qu'effectivement, il y a l'aspect sous ma marque. Maintenant, il faut reprendre la définition de provider qui vise aussi l'aspect développement. Donc, il y a deux aspects qui sont importants, faire développer et mettre en service ou sur le marché sous sa marque. Donc, c'est deux aspects à prendre en compte, mais il faut aussi prendre en compte le cas d'utilisation du chatbot, parce qu'il y a un article spécifique 25 de l'AI Act qui parle de la requalification d'un acteur en tant que fournisseur d'un système d'IA au risque et qui vise des cas particuliers. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment une analyse très spécifique de la question pour l'outil d'IA spécifique qui est utilisé et selon ce qui se fait vraiment en pratique. Donc, c'est difficile d'avoir une réponse précise comme ça sans avoir plus de détails, mais je dirais qu'en tout cas, il y a plusieurs éléments à vérifier sur base des dispositions de l'AI Act. Oui, comme pour compléter ce que Chloé vient de dire, c'est souvent le cas en matière juridique avec les nouveaux textes réglementaires qui s'appliquent aux technologies numériques. Mais ici, c'est vraiment le cas au niveau de l'AI Act parce que la volonté du législateur, c'est une approche par le risque qui va s'adapter à chaque cas concret. Et donc ici, on ne peut pas vous donner une solution, une réponse qui va être valable dans tous les cas. Comme Chloé l'a dit, ça dépendra de chaque détail de l'implémentation du cas concret. Et donc, encore une fois, ça souligne l'importance de documenter les cas d'utilisation, parce que n'oubliez pas que s'il y a un doute sur la qualification provider, déployeur, au risque, pas au risque, c'est à vous de pouvoir justifier à l'autorité de contrôle sur quelle base vous avez qualifié votre rôle et le système de telle ou telle manière par rapport à l'AI Act. Parce que si on vient vous reprocher de ne pas avoir respecté certaines obligations, vous devez, pour éviter une sanction, au moins pouvoir démontrer que vous aviez fait une évaluation sur base, une évaluation sérieuse sur base de données précises. Et donc, important de pouvoir documenter les analyses qui sont faites et donc de documenter en amont les scénarios d'utilisation. Donc, tout ça est, tout est dans tout. Et donc vraiment important de ne pas considérer, on valide l'IA d'une manière générale, mais non, on va juste valider des scénarios particuliers d'utilisation et c'est uniquement ça qui est autorisé au sein de l'entreprise et c'est uniquement ça qui peut être justifié. Si on valide d'une manière générale, on s'expose à des risques parce que l'utilisation d'un même outil dans des contextes différents peut poser des risques très différents. Certains sous-traitants utilisent l'IA sans nécessairement le mentionner dans les offres. Oui, ça c'est un point important. Donc certains sous-traitants, donc je lis la question, non développeurs utilisent l'IA sans nécessairement le mentionner dans leurs offres. Comment s'assurer de la conformité? Donc ça effectivement, c'est un risque. Parfois les fournisseurs introduisent de l'IA dans leurs solutions, on ne s'en rend pas toujours compte. On avait acheté une solution, il y a une nouvelle version mise à jour, et dans la nouvelle version, il y a de l'IA, ça ne nous intéresse pas nécessairement, mais on est, entre guillemets, devant le fait accompli. Dans des cas comme celui-là, ce qui est important, c'est que dans les clauses contractuelles, vous ayez justement une obligation de transparence et que vous puissiez éventuellement imposer des mesures permettant d'assurer la conformité à votre sous-traitant, voire si vous constatez qu'on est dans une impasse, pouvoir résilier le contrat sans indemnité s'il s'avère que l'introduction de l'IA est problématique dans votre cas. Je vous propose de nous arrêter ici en vous remerciant de votre attention et en vous souhaitant déjà un agréable week-end.